Bonsoir. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Ça marche pas? Allô? Toi, ça marchait. Bonsoir. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce soir au 100 rue de Charenton, qui est un tiers-lieu culturel du 12e arrondissement, pour une bonne et simple raison, c'est que quand on a créé le collectif avec Cécile et Élise en 2017, on a fait la première, le premier événement au 100, et je me rappelle aujourd'hui à titre personnel comme si c'était aujourd'hui. C'était donc en avril 2018. Donc bienvenue à la semaine des autres modes qui va donner à voir dans tout Paris, dans des commerces, dans des écoles, à la Halle des Blancs-Manteaux, au TLM dans le 19e et au pavillon des Canaux, les autres modes que nous faisons tous. Et je vais sans plus tarder passer la parole à Cécile pour introduire cette soirée. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je suis très contente qu'on se retrouve ici ce soir donc pour cette soirée spéciale Unmade. Particulièrement contente de voir tous ces gens autour de la table qui sont tous dans les 3 premiers numéros de la revue. Donc, Nako et Alexandre ont des portraits. Judith a été modèle dans le numéro 2. Muriel, on parle aussi de l'association dans le numéro 3. Voilà, donc c'est vraiment émouvant pour moi de voir toutes ces personnes réunies. Donc, sachant que la soirée va être en 2 temps, comme vous l'avez probablement vu. Donc là, on va avoir cette table ronde sur mode et corps qui va être le thème du numéro 4 de la revue, animé par Catherine. Et ensuite, d'ici une petite heure, on passera à la présentation du hors-série qu'on a co-créé avec tous les jeunes talents de la promo 5 de Casa 93. Donc vous pouvez voir au mur voilà, l'ébauche du hors-série, les photos, les tenues aussi qui ont été réalisées spécialement pour l'édito photo du hors-série. Voilà, donc on est très très fiers, très très contents de pouvoir vous présenter ce travail ce soir. Voilà, mais je vais sans tarder laisser la parole à Catherine et à nos intervenantes pour explorer ce thème de la mode et du corps, qui est un thème très important pour nous aussi dans Unmade forcément. Voilà. Merci à tous. Alors, cher public, ça marche? Vous m'entendez? Ah. Cher public, bonsoir. Alors, dans le collectif UAMEP, on aime bien commencer toujours par 1 ou 2 ou 3 citations. Alors, j'ai bien choisi celle d'aujourd'hui et j'ai choisi... Je vois Ariel qui rigole. J'ai choisi une phrase trouvée dans un ouvrage de Pierre Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Teilhard de Chardin, qui est un jésuite très connu, mais aussi un homme de science. Et il a été influencé notamment dans son travail par Sigmund Freud, j'ai du mal à le dire, Nietzsche, mais aussi Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est pas un tête-à-tête, ce n'est pas... Je recommence. Ce n'est pas d'un tête-à-tête ni d'un corps à corps, c'est d'un cœur à cœur dont nous avons besoin. Et je pense que cette phrase, elle est parfaite pour les temps que nous vivons aujourd'hui, avec toutes ces non-crises, comme dit Jancovici, que j'écoutais encore cet après-midi dans son allocution à HEC. Donc, alors, une autre mode est-elle possible? Le corps doit-il se soumettre à l'habit? Nos invités ont leur mot à dire. Inclusion, mais aussi résistance. Contrainte et handicap, mais aussi confort et résilience. Mise en scène du corps qui danse. La créativité dans la contrainte. Mais l'habit fait-il d'ailleurs le moine? Alors, ce soir, autour de cette table, comme nous a dit Cécile, nous avons en chair et en os des personnages qui ont fait leur apparition dans les 3 premiers numéros de notre revue. Et c'est vrai que c'est émouvant de vous avoir tous les 4 autour de moi. Donc nous avons Judith Gare, qui est chorégraphe et danseuse, à ma gauche.
Nako, qui est un designer et dont le slogan, et qui porte d'ailleurs ses couleurs, Art is Resistance. Pour moi, c'est un super slogan politique, très politique. Et puis Alexandre Guarneri de Homme-Corps. Donc, on va commencer par Muriel, si tu veux bien, Muriel. Muriel, je vais te tutoyer, je pense. Tu portes les demandes d'un public particulier auprès des marques de mode. Tu fais comprendre à toutes ces marques que le vêtement doit répondre aux besoins du plus grand nombre, sans pour autant créer de collections spéciales, parce que ça pourrait être stigmatisant. Et on est bien d'accord, on va parler de handicap, mais aussi de maladies orphelines et de tas de choses dont on n'a pas du tout conscience, nous qui sommes plus ou moins bien portants. Alors, peux-tu nous expliquer les actions de ton association, justement, et revenir peut-être sur quelques chiffres à propos de ce mot handicap? Combien de personnes en France sont dans une contrainte physique? Oui, en fait, le chiffre est énorme et il va certainement étonner beaucoup de personnes, enfin, je crois. Moi, il m'étonnait en tout cas. On est à pas loin de 40%, 38,2% des Français sont atteints d'une pathologie chronique ou durable. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, vous pouvez aller vérifier sur Internet. Donc ça fait 4 Français sur 10, quasiment, qui sont des personnes qui ont toutes des complications pour s'habiller, parce que derrière chacune de ces pathologies chroniques ou durables, il y a des symptômes, des manifestations de la maladie qui relèvent du cognitif, du sensoriel, du fonctionnel ou de la morphologie aussi. Et tout ça, ça a un impact sur l'habillement. Donc, il y a énormément de personnes qui sont en fait laissées un peu pour compte de cette industrie de la mode. Alors, nous, en fait, on s'est construit, notre association s'est construite sur le constat qu'en fait, il existe bien des vêtements pour toutes ces personnes qui ont des problématiques de santé ou de handicap, mais que ces vêtements-là sont noyés dans la masse et que le prêt-à-porter ne connaît pas les personnes qui sont concernées. Donc, ils ne connaissent pas leurs besoins. Donc, nous, on a décidé de bien comprendre les besoins pour établir des connexions entre ces vêtements-là, en fait, et les personnes concernées. Voilà, j'espère que je peux te poser une question? Comment est-ce que vous avez fait pour justement comprendre les besoins? Peut-être expliquer un peu le déroulé à l'origine. Oui, tout à fait. Alors, à l'origine, on était vraiment parti uniquement sur le handicap. En fait, à l'origine, c'est une de mes amies qui s'est retrouvée en fauteuil, qui s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus rentrer dans ses vêtements d'avant parce qu'ils étaient devenus trop difficiles à enfiler ou trop inconfortables. Et qui a interrogé ses personnels soignants, les ergothérapeutes, pour leur dire c'est quoi la solution dans ces cas-là. Je ne suis pas la première à qui ça arrive. Et puis on lui a dit en fait, il n'y a pas vraiment de solution. S'il va voir sur Internet tel site, on lui a donné 2-3 sites, elle est allée voir et elle a pris peur, quoi. Elle a dit voilà, c'est la double peine, je ne vais pas m'habiller comme ça, c'est pas mon style, j'ai pas besoin de ces scratchs partout, ces vêtements ils coûtent trop cher, enfin bref, c'est pas possible. Donc on a décidé ensemble de retourner dans les boutiques où on avait l'habitude d'aller, les chaînes que vous connaissez tous et toutes. Et là, on s'est rendu compte qu'on arrivait, en galérant un peu, en cherchant longtemps, on arrivait à trouver des vêtements qui pouvaient convenir. Mais il fallait qu'on les trouve tout seuls, en fouillant. Donc, avec sa mobilité réduite, en plus, c'était compliqué. Parce que les vendeurs, vendeuses n'y connaissaient rien du tout. Donc, c'est là vraiment qu'est arrivée cette prise de conscience où on s'est dit, puisqu'il y a des vêtements qui vont bien dans le prêt-à-porter, on devrait pouvoir les identifier pour que les personnes concernées puissent les reconnaître facilement. Et puis que les vendeuses aussi, du coup, puissent les reconnaître facilement et les conseiller. Et est arrivée l'idée de créer un label qui s'appellerait le label Bien Apporté. Le nom, trouvé chouette parce qu'il n'était pas stigmatisant, il n'y avait pas handicap dedans. Et on a essayé de développer ça. Donc, qui dit label dit expertise. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à construire une expertise. Alors, l'expertise en question, c'était d'abord, au début, on est allé effectivement uniquement vers des personnes en fauteuil. Puis plus ça allait, plus on s'est rendu compte en fait qu'il fallait faire des études beaucoup plus fines que ça sur des pathologies bien ciblées. Donc la façon dont on fonctionne, qui s'est mise au point à cette époque et que l'on continue à exercer, c'est vraiment d'abord une collaboration avec des associations de patients
créer une communauté de personnes directement concernées par la maladie que l'on vise. Alors, je vais prendre par exemple la dernière maladie sur laquelle on a travaillé très profondément, là, c'est le cancer du sein. Voilà, en plus, on est en octobre rose, donc c'est le moment où on en parle. Donc, on a, pendant plus d'1 an, là, on a étudié finement auprès de 200 femmes leurs problématiques d'habillage. On a écouté attentivement les retours d'expérience de différentes associations, les retours d'expérience de personnels soignants aussi, comme des kinés ou des ergots, qui nous disaient aussi quelles étaient les difficultés. À partir de tout ça, et puis de nous, l'approche un petit peu fine que l'on en a maintenant, on a pu construire une sorte de cahier des charges, de voilà, toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Alors, en général, on se dit cancer du sein, il y a un sein absent ou partiellement absent. Mais c'est bien plus complexe que ça, en fait. Les difficultés de ces femmes, c'est des sensibilités cutanées très fortes, c'est un bras gonflé pour presque la moitié d'entre elles suite au curage axillaire. On appelle ça, c'est le retrait de ganglions sous les selles pour que le cancer ne se propage pas. C'est des gonflements à cause de l'hormonothérapie. C'est une sensibilité cutanée moindre aux doigts qui fait que le boutonnage, etc., devient difficile. C'est des bouffées de chaleur. Enfin, c'est énormément de choses. Et toutes ces choses-là, elles ont un impact sur une des dimensions de l'habillement. Donc, nous, on établit 4 dimensions d'usage de l'habillement qui sont l'enfilage du vêtement, le port du vêtement, voilà, pouvoir le porter au-delà des gonflements, etc. Supporter le vêtement aussi, à cause des troubles cutanés notamment, etc. Et puis la manipulation du vêtement. Donc, après, je me perds un peu dans mes explications, mais ce que l'on fait, la façon dont on opère, c'est vraiment d'analyser toutes les problématiques d'habillage qui se posent à travers ces 4 prismes-là. On construit des cahiers des charges donc très étoffés et ensuite on essaie de restituer ça à des marques de prêt-à-porter qui sont prêtes à jouer le jeu. Est-ce que tu peux citer quelques marques ? Oui, tout à fait. Alors, il y en a 2 principales. Là, une, c'est Promode, qui, du coup, sur le site de Promode, quand vous allez dans la boutique rose Promode, ils expliquent tout le travail qu'on a fait ensemble. Et le travail qu'on a fait ensemble, c'est 1 an d'ateliers réguliers avec les stylistes, où on a pu leur transmettre tous nos constats, les aider à élaborer des solutions ou à détecter des solutions déjà existantes dans leurs vêtements, mais ils ne savaient pas que ça pouvait être des solutions. Et puis, c'était aussi des rencontres avec des femmes concernées, avec des kinés qui pouvaient leur faire aussi des retours d'expérience. Voilà, en tout cas, ça les a fait grandir. C'est ce que les stylistes nous disent. Elles n'auraient pas imaginé 10%, c'est ce qu'elles nous disent, de tout ce qu'on a pu leur dire. Elles n'imaginaient pas que c'était aussi complexe que ça. Et maintenant, du coup, ça a un impact sur leur création, puisque maintenant, elles tiennent compte de toutes ces difficultés-là dans leur création. Donc, ça aura un impact, par exemple, sur des emmanchures qui vont être un petit peu plus amples, un peu plus confortables, sur des textiles qui vont être plus doux, parce que c'est pas parce que c'est du coton que ça passe. Le coton un peu gaufré, par exemple, ça se supporte très mal pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Puis finalement, c'est un peu grattant pour tout le monde, presque. Enfin, c'est Marie-Laurence qui pourra nous le confirmer. Voilà, en fait, travailler sur une pathologie, ça aide à améliorer le vêtement et à le rendre plus accessible à tous. Donc, je ne sais pas si j'expliquais le parcours de façon très logique, mais... On aura des questions tout à l'heure. Si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas. Oui. Comme autre marque, sinon, pour montrer le travail que l'on fait, comme autre marque, il y a aussi Darjeeling Lingerie. Et là, on est très fiers parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux à essayer de créer un soutien-gorge qui soit joli par un soutien-gorge médical ou à l'apparence médicalisée, qui sera facile à enfiler par une personne qui n'a l'usage que d'un bras. Voilà, pour plein de raisons. Voilà, on peut être hémiplégique, on peut avoir eu un cancer du sein et avoir une mobilité réduite du bras, ou on peut simplement tenir bébé dans un bras et puis vouloir s'habiller avec l'autre, bref. Et dans quelques jours, je crois, ça va être très prochain, je crois que c'est courant octobre, vous allez trouver ce nouveau soutien-gorge là en boutique avec un système de fermeture sur l'avant, hyper facile à manipuler,
un dos nageur, une matière très douce. Le dos nageur, c'est vraiment bien parce que du coup, il n'y a pas de zone d'appui sur des endroits douloureux, généralement à l'épaule. Voilà, donc on a fait progresser le produit. Et puis, on est actuellement, pour continuer dans notre actu, on est en train de préparer des modules de e-learning. On a fait un déjà pour tester, un qui s'appelle, vous allez le trouver sur Internet, « Ma cliente est une patiente ». Et on a fait ce petit module test sur... alors, ce sont des formations qui s'adressent aux vendeuses en magasin de façon à ce qu'elles puissent conseiller de façon pertinente la cliente qui entre en magasin et qui a une pathologie. Ça, ce sera l'ensemble du programme. Ce module test, là, il est sur aider la femme qui a eu un cancer du sein à choisir la bonne encolure malgré une asymétrie ou une prothèse. Et ça fonctionne plutôt bien puisqu'on a eu la joie de voir qu'on était soutenu par l'Alliance du commerce qui nous a aidé à bien diffuser ce module. Donc là, je crois qu'on est parti pour développer du coup une école numérique de formation à distance. Donc voilà, on y croit, on croit qu'on change un petit peu le monde en amenant cette industrie de la mode qui est quand même vachement excluante à enfin prendre en compte les personnes qui ont des problématiques de santé en connaissance de cause, quoi. Et on se rend compte en plus que c'est vraiment important parce que ça donne du sens à leur métier, un sens que la plupart des personnes avaient perdu. Nous, on a vu les stylistes avec lesquels on a pu travailler, les vendeuses avec lesquelles on a pu travailler. À un moment, ils se disaient, mais moi, je fais du style pour faire du style, pour faire de l'image, et puis je vends pour faire du chiffre. Et en fait, ils ont tous envie, c'est de refaire pour les gens, pour leur bien-être, pour... voilà, ils ont envie de recréer de l'empathie avec le client. Donc finalement, on leur amène le canal qui permet de remettre de l'empathie dans leur métier, quoi. Voilà. Je crois qu'on peut t'applaudir pour ce beau parcours. J'espère que ce n'était pas confus. Depuis 2017, on s'était rencontrés au cours de la Fashion Tech. Oui. Oui. Merci. Et si tu as des choses qui te viennent en cours on reprendra de toute façon. Donc maintenant, nous tournons vers Nako. Nako, tu es un designer engagé depuis plus de 20 ans. Tu m'as dit même presque 30 ans. Oui, si on va tout au début, oui. Ouais. Oui. On te doit des collections qui flirtent avec talent, avec l'upcycling. Ça, c'est une base de ton travail. C'est pas la seule. Non. Vas-y. C'est une base de mon travail qui est venue par hasard, qui est venue par le manque de moyens lors des premières collections où il n'y avait même pas de budget pour acheter même un mètre de tissu. Donc forcément, le recyclage et l'upcycling, c'est arrivé sans même que je sache ce que c'est en fait. Et puis c'est devenu une conviction après. Des installations artistiques mémorables. Eh bien, mon travail, à force de devoir présenter la mode, encore une fois, sans trop de budget, ça m'a amené à faire de la photo moi-même, à faire de la mise en scène moi-même, à me mettre en scène moi-même. Je venais du cabaret avant la mode, enfin avant que la mode soit professionnelle pour moi en tout cas. Donc me mettre en scène n'était pas un problème. Et tout ça, à un moment de ma carrière, il y a une grosse dizaine d'années, a fait qu'il y a eu un virage art contemporain dans ma carrière. Donc aujourd'hui, quand je présente mes collections, et je commence à dire presque mon travail textile, plus que mes collections, parce que je fais plus vraiment un travail de collection de prêt-à-porter, quoi. C'est des vêtements, les supports sont des vêtements, mais c'est du travail, c'est de la création textile. Aujourd'hui, c'est sous forme d'installation et c'est ce qu'on me demande. Alors, tu as un slogan, hein, Artist Resistance. Entre autres. Enfin, celui-là, il est important parce que je le répète, je l'écris partout, tout le temps le même. Il est tout le temps peint à la main. Chaque t-shirt qui sont vendus en boutique, comme ça, sont peints à la main dans mon atelier, numérotés. On ne vend pas une merde sortie d'une usine, on vend une pièce unique à chaque fois. C'est ma façon de respecter le client final et d'avoir un lien avec lui direct. Voilà, j'ai choisi d'essayer de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est ma façon de le faire. Tu as aussi une acolyte, Madame Paris ?
Alors j'ai aussi un double féminin qui s'est imposé à moi. Alors là, on remonte au début, justement. Voilà. On remonte à quasiment 30 ans, enfin 30 ans même. Euh, milieu pauvre dans le nord. Attention, je vais faire pleurer. Milieu pauvre dans le nord de la France. On m'a donné un corps. C'est la seule chose que j'ai pas choisie dans ma vie, c'est mon corps. C'est la seule chose que j'ai jamais réussi à maîtriser, c'est mon corps. Ça change un peu aujourd'hui, mais c'est à peu près, si je résume, c'est ça. Pauvre, obèse, dans le nord de la France. Donc rien pour que ce soit, pour qu'il y ait un avenir. Renvoyé de l'école parce que très excentrique, une part féminine très importante. Et j'ai décidé que tout ça allait changer. Et je suis sorti un samedi soir en créant un double féminin et ma vie a changé. D'un seul coup, le regard, même pas le regard, les autres avaient changé en fait. Les autres, par rapport à moi, avaient changé. Et j'ai joué avec ça, joué avec ça, joué avec ça. Et ça a pris des proportions assez importantes jusqu'à devenir un travail, jusqu'à devenir un personnage d'abord de spectacle dans les boîtes de nuit, tout simplement. Et ensuite, on m'a demandé de le faire dans des galeries d'art contemporain. Donc, et le personnage est venu dans ma marque en tant que modèle. Bon, c'est un peu schizophrène ce que je raconte, mais enfin pas un peu d'ailleurs, c'est totalement schizophrène. Et le personnage a créé aussi ses autres personnages. On m'a confié une exposition dernièrement à la Fondation Écureuil pour l'art contemporain de Toulouse en avril dernier, où je m'exposais dans la vitrine chaque semaine pendant une journée entière dans un personnage différent. Et donc le personnage engendre des clones et des personnages. Et donc c'est purement mon corps que j'utilise, quoi. En créant tous les costumes, tous les maquillages. Donc la mode est présente. Corps et vêtements, ça t'inspire quoi? Corps et vêtements, c'est ma vie, c'est mon quotidien, oui, c'est mon quotidien, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai à dire. C'est deux choses qui vont ensemble. J'ai fait du striptease aussi, burlesque. Donc le vêtement, on l'enlève, mais pas n'importe comment. Donc le corps se dénude et pas n'importe comment. Il se dénude à partir du moment où on peut l'accepter. Et ce qui apprend à accepter le corps, c'est savoir s'habiller pour se rendre service, pour s'aider à accepter. Donc c'est forcé. En ce qui me concerne, je ne parle que de mon expérience, hein, mais en ce qui me concerne, c'est forcément lié. Ça m'a amené à travailler l'oversize dans mes collections, donc c'est-à-dire de créer une pièce dans laquelle je rentre moi, dans laquelle tu rentres toi, et qu'on ait tous les deux envie de la porter, quoi. Donc voilà, corps et vêtements, corps et mode, pour moi c'est lié Corps et totalement. art. Ça encore plus, sans doute. C'est tout? C'est pas mal, non? J'espère qu'on aura des questions dans le public. Moi, juste une petite question, enfin, qui va peut-être être un peu floue, mais est-ce qu'il faut que, pour toi, que le corps passe par une mise en spectacle pour devenir acceptable? Alors, je redis, je ne parle que de ma propre expérience, hein. Je pense qu'on ne peut pas adapter à qui que ce soit d'autre mon parcours. Honnêtement, je ne pense pas que ça marcherait. Maintenant, pour moi, c'est pas qu'il a fallu, c'est que je n'ai trouvé que ça. J'avais les éléments, j'avais ce corps, j'avais cette féminité, j'avais une machine à coudre à la maison, du tissu. Ça s'est fait vraiment naturellement. J'avais une colère aussi qui est passée par là. Ça s'est fait un peu par hasard, hein. Mais est-ce qu'il a fallu? Non, ça s'est présenté comme ça. Et j'y ai trouvé une brèche dans laquelle je me suis engouffré. Et ça fait 30 ans que ça dure. Maintenant, non, c'est pas du tout un conseil que je donne à qui que ce soit. Par contre, c'est vrai qu'ayant fréquenté, je parlais du milieu du burlesque, les feuillages burlesques, c'est typiquement un milieu où des filles avec un physique très souvent hors norme, ou en tout cas pas stéréotypé, trouvent un équilibre en se mettant en scène, en mettant ce corps en scène. Donc ça peut être
souvent c'est temporaire chez les gens. Ça peut être quelque chose où pendant quelques années vous aide à avancer par rapport au corps, y compris avec le handicap d'ailleurs. C'est à ça que je pensais aussi. Oui. Je pense qu'effectivement, il faut absolument, c'est pour ça que la mode existe, quoi. Je crois qu'en fait, l'humain a du mal avec son humanitude, en gros, et qu'on a du mal à accepter le corps tel qu'il est. Il faut absolument qu'on l'embellisse, qu'on le spectacularise pour qu'il devienne regardable et acceptable. L'humain a du mal à accepter, je m'arrêterai là. Oui. Et moi, j'essaie de le pousser un peu. Je ne suis pas le seul, mais j'essaie de le pousser un peu. Mais la mise en scène peut aider beaucoup, peut faire du bien. En tout cas, moi, ça m'a permis de... Je suis passé à... je suis parti de très loin et apprendre à s'accepter, à aimer son corps. Bon, ça m'a pris 25 ans, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Aujourd'hui, j'ai moins besoin. Et c'est pour ça que c'est devenu aujourd'hui quelque chose de très professionnel. C'est-à-dire que je me mets en scène quand il y a une raison, avec un travail, avec un projet. Mais j'ai eu besoin à une époque que ce soit tous les soirs, quoi, de sortir comme ça tout le temps pour provoquer, quoi. Aujourd'hui, j'ai moins besoin de ça, quoi, au quotidien. Enfin, même si c'est un peu spectacle quand même, peut-être, mais je ne sais pas. Bon, la transition est très tout de suite faite avec Judith Garce, puisqu'elle va nous parler, chorégraphe, danseuse, elle va nous parler du corps, le vêtement au service du corps et de la scénographie, enfin le vêtement, ou pas de vêtements d'ailleurs, parce que parfois, dans certains spectacles de danse, on a un vêtement très minimaliste. Que représente le vêtement costume pour un corps de ballet, justement? Que représente le corps costume? Le vêtement costume pour un corps de ballet. Qu'est-ce que tu veux dire? Un corps de ballet classique? Oui, par exemple. Mais pas forcément. J'ai droit à des questions pièges. Du coup... Non, on en a parlé ensemble. Oui, non, je sais pas. Qu'est-ce que... Où est-ce que tu... sur la contrainte, sur est-ce que le vêtement est au service de l'œuvre ou est-ce que le vêtement est au service du danseur dans la création du costume? Alors, sur ce qui est classique, on défend une œuvre, donc du coup, je dirais qu'il est au service d'une mise en scène ou d'une mise en corps. Mais voilà, Non, mais tu peux parler de ton travail puisque tu es danseuse et chorégraphe. Oui. Non, mais après, je trouve ça je trouve ça pas évident de parler après vous, tout simplement parce que vous êtes très dans des choses très définies, sans fermer les choses, mais dans le sens où vous tracez une route et une voie. Et du coup, moi, je dirais, dans des choses beaucoup plus superficielles, où le vêtement est au service d'eux et change en permanence selon les projets. Du coup, j'ai le sentiment que y a des questions, là où je te rejoins, c'est les questions économiques, selon les projets, où le vêtement a une place, même si on n'est pas censé parler sous... si, c'est important dans un spectacle, le budget. Oui, c'est ça, il y a un budget, et du coup cette question-là est très contraignante ou très libératrice, puisqu'on peut aussi s'en détacher et se dire que qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de sous, ce qui est assez intéressant comme question à se poser, et comment on peut être créatif et comment on peut être nu, ou comment on peut être... qu'est-ce qu'on fait de son corps si on n'a pas les moyens de l'habiller comme on a envie de délirer. Et quand il y a un budget, moi en fait ce qui fait que je suis là, c'est que j'ai été en lien avec Marie Labarelle, qui est une créatrice que je qualifierais d'éthique, non? Comment c'est ça? C'est bon, oui. Je peux dire ça? J'ai pas le vocable, hein, excusez-moi. Marie Labarelle travaille beaucoup la teinture naturelle et elle fait des collections magnifiques. Effectivement. Et du coup, il s'est avéré que j'ai essayé plein d'habits, dont un pantalon de Marie Labarelle, hyper beau, hyper bien coupé et très très confortable. Et à ce moment-là, je travaillais sur Les Noces, qui est un ballet
c'est Dominique Brun qui l'a chorégraphié et j'étais son assistante et son interprète. Et c'est un ballet du début du XXe siècle. L'idée, c'était d'être au plus proche de l'histoire et en même temps que les matières, qu'on puisse bouger et qu'on ne soit pas complètement serré dans des choses. Enfin bref. Et du coup, j'ai proposé à Dominique de rencontrer Marie Labarelle. Et là où j'étais contente, c'est que je me disais, bon, on va faire du spectacle et peut-être être un peu éthique, ce qui est assez rare. En fait, ça va pas toujours très bien ensemble. Donc, ça n'a pas marché. Hein. Enfin, non, j'exagère. Du coup, Marie Labarelle a quand même eu des contraintes budgétaires qui n'ont pas du tout été évidentes à mener. Et après, je crois qu'elle a fait énormément de récupérations auprès de grands couturiers pour pouvoir produire nos magnifiques costumes. Donc c'est ça qui fait que je suis là. Et moi, je suis plutôt, en tout cas dans le costume, très changeante et très, je dirais, malléable. Et je dois m'adapter à moi, mes projets personnels. Par exemple, en ce moment, je travaille sur le catch. Donc du coup, voilà, c'est un imaginaire très spécifique et un peu délirant. Et du coup, et j'ai envie d'aller vers un effeuillement. Donc tout ça, c'est en cours de réflexion. Mais du coup, c'est plutôt pour moi le vêtement, alors comme un costume, quoi, comme quelque chose qui nous transforme et qui nous emmène vers un univers rêvé, enfin de rêve ou de délire ou de voilà. Je sais pas si je réponds aux questions, mais voilà. On attend les questions de la salle avec impatience. Et pour terminer, Alexandre Gouani, de la marque Homecore. Dans les années 90, vous lancez votre marque. Oui. Dans la foulée du mouvement hip-hop. Oui. Donc, on voit bien hip-hop, mouvement, corps, danse. Ouais. Puis la marque évolue en 2008. Votre créativité s'inspire du corps. Oui. Racontez-nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui était hip-hop, etc., effectivement, ça a été une première approche du vêtement qui a été plus, je dirais, d'image, en fait. On cherchait à copier des images et à rentrer dans les images. Et puis, petit à petit, ces images ont été récupérées par le système. Et tout le hip-hop, en fait, a été récupéré. Et il y a eu un truc qui m'a un peu choqué à l'intérieur. Et je me suis dit qu'on était en train de se faire voler un truc. Parce que puis, petit à petit, j'ai analysé, en fait, pourquoi, comment. Enfin, je sais pas, ça m'a créé une espèce d'envie de chercher au-delà de tout ça. Et puis, j'en suis arrivé à... Déjà, première étape, ça a été de m'affranchir de tous les codes hip-hop. De dire, bah, OK... si j'ai envie de faire des suites sans logo, moins larges, des pantalons moins larges, des costumes, des chemises, des sacs, ce que je voulais, quoi. J'ai un peu d'abord exploré comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte en fait que dans le vêtement, il y avait tout un tas d'a priori qui pouvaient naître. C'est plus dans ma réflexion de moi, dans ma vie, quand j'étais en banlieue. Je pensais que tous les Parisiens étaient des bouffons et des blindés. Et puis quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que les Parisiens pensaient que tous les banlieusards étaient bêtes et violents. Et ça m'a donné envie de parler de ça avec mes vêtements, en fait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la veste du bourgeois et je l'ai fabriquée dans la matière du mec de la rue. J'ai fait une veste de costume en molleton. Et donc je me suis rendu compte qu'on pouvait parler avec les vêtements. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, peu de temps, dans la veste, en fait, j'avais écrit « We don't play », en gros, dans le dos, comme on ne joue pas aux jeux de la société qui cherchent à nous mettre dans des cases. Et puis, j'avais écrit aussi sur l'étiquette, en dessous, Homecore, j'avais écrit « Être en harmonie avec soi-même, avec le monde qui nous entoure ». Et peu de temps après, ma copine m'a demandé comment on fait. Comment on fait pour être en harmonie avec soi-même, avec le monde qui nous entoure. Je lui ai dit, mais regarde, on fait des vêtements, et puis ces vêtements, les gens vont les porter, et puis ils vont se rencontrer. Notamment un bourgeois et une racaille vont se rencontrer en boîte, puis ils vont avoir la même veste, puis ils vont se parler, et puis ils vont bien se rendre compte que bouffon, pas bouffon, on s'en fout, que finalement il n'est pas violent, qu'on peut parler, qu'on peut échanger, et puis ça va amener à améliorer le monde, quoi. Elle me dit, ouais, bien sûr, c'est ça. En fait, ta veste, c'est une veste pour pécho des meufs. Donc oublie, raconte-moi une autre histoire, va chercher plus loin, et dis-moi comment on fait en vrai.
Et donc j'ai cherché ailleurs, plus loin. J'ai cherché un dénominateur commun à tout le monde. Un soi-même, le soi-même qui serait le soi-même de tout le monde. En fait, chercher une dimension qui soit la même pour tout le monde, où il n'y a pas besoin de... Enfin, il n'y a pas de compète, quoi. C'est sûr, c'est pareil. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en la matière du squelette, que tout le monde ici a, avant ses habits, en fait, même. Et donc, je me suis dit, ah ben voilà, c'est ça c'est le soi-même de tout le monde. Et puis, le monde qui nous entoure, c'est quoi? Le monde qui nous entoure, c'est le monde qui nous entoure au moment où il nous entoure. J'ai dit, waouh, super, c'est ça, en fait. Et donc, j'ai pris mon squelette et je l'ai mis en connexion avec le monde qui m'entoure. Donc, par exemple, ça aurait pu donner ça. Je me posais là sur une chaise, et puis hop, je laissais glisser comme ça. Hop, et puis je partais, mais bon, je partais loin. Hein. Je partais là, je glissais par terre, et puis je rencontrais un pied, et hop, je montais sur le pied, et puis l'autre pied, puis je montais. Je me serais baladé dans toute la pièce, là, en montant sur tout le monde. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Parce que pendant, je dirais, 6-7 ans de ma vie, j'étais tellement convaincu de ça que j'avais même délaissé les vêtements. Et puis j'étais parti là-dedans, en fait. Moi, ce que je voulais, c'était rencontrer les gens au-delà de l'image, en fait. Et puis inciter, essayer d'initier, en fait, une nouvelle manière d'être ensemble. Qu'on ne se voit plus dans l'image, mais qu'on se voit après l'image. Enfin, qu'on commence à se connecter après l'image pour... en fait, on éteint le cerveau d'abord et on allume le corps. Et c'est avec le corps qu'on se connecte. Puis, on réallume le cerveau pour communiquer de façon plus neutre. En fait. Voilà. Et donc, je suis parti là-dedans pendant assez longtemps, en abandonnant un peu le vêtement. Et puis, il y a eu un moment en fait, où je me suis retrouvé complètement désocialisé. Juste le mec qu'il fallait surtout pas inviter à une soirée parce qu'il allait te niquer la soirée. Alexandre, parle dans le micro. Ah oui, dans le micro, pardon. Et donc, je me suis un peu réveillé de tout ça. Enfin, réveillé entre guillemets. Je l'ai toujours en moi. Hein. J'ai toujours ce rêve. Mais je l'ai mis un peu de côté. Enfin, je l'impose plus aux gens, en fait. Et j'en parle, en fait, avec mes vêtements, en mettant des détails dans mes vêtements qui amènent à penser à ça. Voilà. Donc, par exemple, dans le dos, je pique une colonne vertébrale en rouge pour signifier le centre, l'équilibre, la colonne vertébrale qu'on a tous. Par exemple, je travaille beaucoup les intérieurs. Et les intérieurs, en fait, je les travaille en analogie avec ce que je disais tout à l'heure, que si on s'arrête à la surface, ben, on ne va pas rencontrer la richesse qu'il y a dans les gens. Voilà, c'est ce genre de choses. J'ai fait des suites qui redressent la posture. Ouais, je fais tout un travail comme ça que j'applique en fait à des règles qui sont les règles entre guillemets du prêt-à-porter, puisque je reste quand même un commerçant, même si j'ai envie de parler avec mes vêtements. J'applique ça à un espèce de rythme, à un espèce de truc, et contrairement à avant où je le faisais directement en pleine face, j'essaie d'être un peu plus doux et que ça passe petit à petit, quoi. Voilà. Et à l'intérieur des vêtements, j'écris des petits mots. Voilà, je fais un petit travail de fourmi, comme tu disais tout à l'heure, où j'amène des produits dans mes magasins et chez mes clients qui vont peut-être parler aux gens et puis qui vont pas favoriser la compétition entre les gens. C'est pas parce que Kanye West l'a porté que c'est stylé. En fait, on s'en fout. C'est juste parce que le truc, il te va bien, il marche. J'essaie d'utiliser des matériaux nobles, je fais des coupes confortables, des vêtements comme ça où tu peux mettre qui tu veux dedans. Enfin voilà, c'est ça mon travail. Je sais pas si ça répond à la question. Voilà. Alors, si vous le voulez bien et si vous avez des questions, on va faire tourner un micro. Vous levez la main et puis je vais peut-être vous l'amener. Alors, je vais commencer par là-bas. Voilà. C'était pour vous demander, du coup, à ceux qui créent des vêtements, pourquoi vous avez choisi le monde de la mode pour vous exprimer, alors que, de mon point de vue, c'est un monde qui me fait peur
et qui a l'air hyper sélectif, qui ne laisse pas rentrer tout le monde dedans, avec beaucoup de superficialité. Alors moi, comme je disais, j'ai pas choisi du tout la mode. Il y avait une machine à coudre et du tissu à la maison et mon besoin de m'habiller différemment. Et donc, c'est comme ça. Et après, alors c'est une époque qui est plus celle d'aujourd'hui, c'est le milieu des années 90. Quand je suis arrivé à Paris, la mode était, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, un milieu assez ouvert finalement, où on pouvait un peu arriver de n'importe où, on ne nous posait pas trop de questions. Moi, j'étais un petit peu distrayant pour les gens, je pense. Donc, je me suis faufilé. Voilà. Donc, finalement, ce n'était pas compliqué, ça ne faisait pas pas si peur que ça. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Voilà. Mais je n'ai pas choisi spécialement. Ça s'est fait. Je rebondis dans les années, milieu des années 90. Il y avait un salon qui s'appelait le Salon Workshop, qui a été lancé par Hortensia de Hutten, avec qui j'ai travaillé pendant 7 ans. Et on s'occupait de créateurs émergents. Et justement, ce salon, avec cette famille de créateurs, dont certains sont encore là aujourd'hui. Toi, tu es encore là. Marcia De Carvalho est encore là. Marc Le Billon est encore là. Ça fait 30 ans qu'ils sont là. On a réussi à imposer aux plus grands acheteurs du monde une autre vision de la mode qui était proposée à l'époque. Donc voilà, ça c'est vrai que c'était plus facile à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles façons de faire des modes différentes, celles qu'on propose nous dans cette semaine qu'on donne à voir au public, on va peut-être ouvrir d'autres brèches, des nouvelles brèches. Et il y a sûrement tout un système à repenser, mais ça, de toute façon, il faut repenser tout notre système en général. Donc, voilà, la mode, c'est comme le reste. Oui, moi je veux bien répondre aussi. D'abord pour dire qu'il y a mode et mode, en fait. Là, moi, dans ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit, la mode, le vêtement, c'est vraiment un moyen de se reconnecter à soi-même et de créer une connexion avec les autres. Donc, c'est vraiment juste un outil. Moi, pour ma part, je travaille d'abord, je ne suis pas créatrice de mode du tout, je travaille avec l'industrie du prêt-à-porter. Et à mon avis, ce qui est effrayant, c'est l'industrie du prêt-à-porter. Je pense que quand tu dis que ça te fait peur comme milieu, c'est plutôt de celui-là que tu parles. Et effectivement, moi, je le trouve effrayant aussi. Et c'est ça qui me motive, justement, essayer de les amener d'un seul coup à reconsidérer l'homme dans toutes ses dimensions, même dans celles qui ne portent pas les valeurs qui sont valorisées comme, je sais pas moi, la performance, l'esthétique. Voilà, pour moi, c'est un projet politique, en fait, que je porte avec ce projet-là. Donc, voilà. Donc, pourquoi on ne le fuit pas? Justement, c'est pour y aller et puis pour se battre. Voilà. Je veux bien dire quelque chose. Moi, quand j'ai commencé, en fait, le vêtement, il y avait pas, au début du hip-hop, il n'y avait pas vraiment de vêtements faits par les mecs du hip-hop pour le hip-hop. On s'habillait comme dans les clips. Donc la première idée, ça a été de dire, en fait, c'est nous qui allons faire nos vêtements pour nous. Et donc ça a été la première étape. Et il y a aussi le fait que finalement, c'était assez facile. Parce qu'au moment où il y avait les crews de break, c'était hyper facile de faire son t-shirt, en fait. Et aujourd'hui aussi, ça reste assez facile. Si tu as un vrai truc à dire, qui est cool, tu peux faire un t-shirt en 2 secondes, pas cher. Tu as Instagram pour le divulguer, tu as tes potes. Et aujourd'hui, je pense qu'on est, contrairement à avant, dans un truc d'influence et de mini-mode, quoi, en fait. Tu peux créer ta mode à toi, avec tes potes, etc. Tu n'es pas obligé de partir dans un truc, justement, de grosse boîte qui fait... ça dépend comment tu veux aborder le truc. Si tu veux l'aborder de façon professionnelle et dire, voilà, moi je veux vendre des vêtements, ou qu'est-ce que tu veux dire, quoi. Ça dépend vraiment de ton projet. Voilà. C'est ta manière de l'aborder qui va être... voilà, et comment tu le fais, quoi. Pourquoi ça te fait peur? J'ai pas spécialement envie de travailler dedans, mais j'ai eu envie quand j'étais plus petite. Et moi, ce qui me fascinait, c'était plutôt la haute couture. Okay. Et bon, là, ça faisait...
fait, comment ils traitaient les êtres humains à l'intérieur, ça m'effrayait énormément. Et je trouvais que la part artistique de ce monde se cachait complètement derrière les apparences et la popularité, le show, enfin tout ça. Et je trouvais ça dommage. Ah ouais. Alors moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit là, à propos du hip-hop, parce que moi, je suis de la génération précédente, et nous, on était punk. Et à la fin des années 70, il n'y avait pas de vêtements punk. On était bien obligés de se les fabriquer nous-mêmes. Par exemple, ce qu'on trouvait comme pantalon à l'époque, c'est des pattes d'œuf, alors que nous, on voulait des pantalons hyper fités. Donc, on a tous pris la machine, hein. Et ça me fait rigoler quand tu dis j'avais une machine et j'avais du tissu, mais tous mes copains qui étaient des bons quepons, bien oi, qui jouaient dans des groupes à Paris, qui vivaient dans des squats, et ils se retrouvaient le samedi après-midi autour de leur machine. On avait 2-3 machines, donc on faisait des ateliers de groupe et on se faisait nos vêtements. Alors il y avait beaucoup de coups de ciseaux, hein, bien sûr, mais quand même. Et ça me plaît bien ce que tu as dit. Voilà, ça m'a rappelé ma jeunesse. Je reviens juste sur... Oh là, c'est très punk ce moment. Mon Dieu. Tu le savais? Bravo. C'est le moment de danser. Tout en parlant du punk. Le punk. Oui. Ça commence bien parce que j'ai une question sur le mouvement. Peut-être c'est pas le moment. Je sais pas. Il y a beaucoup de mouvements là. Ah oui, peut-être c'est pas. Oui, le mouvement, corps et vêtements, bien sûr. Alors, moi j'ai une question pour donc tous les danseurs sur scène. Donc maintenant il y a Catherine qui s'ajoute, c'est superbe, j'adore. Je suis là. Voilà. Je suis un peu cachée dans les ténèbres là. Oui, donc Judith et j'adore toutes les interventions qui ont été faites et je suis très curieuse si parfois il y a la chorégraphie qui s'inspire à travers un vêtement ou si c'est plutôt l'inverse. Ou si parfois on voit un tissu, un vêtement et on se dit « Ah tiens, j'ai toute une idée pour un mouvement à accorder à ce tissu ou à ce motif. » ou comment ça joue là-dedans? Voilà. Alors, ça dépend du projet, mais c'est vrai que du coup, ça peut être assez délirant de partir d'un tissu et de se dire qu'est-ce qu'on en fait et comment on joue, on l'ajuste à son corps et ça devient un vêtement, une contrainte. Enfin, de toute façon, oui, ça peut être. Je peux avoir envie de mettre ce costume et voir comment il me fait bouger en fait, parce que forcément, je vais pas me mettre à danser et à être de la même façon avec ça qu'avec la tenue verte. Et ça c'est assez chouette de pouvoir effectivement se raconter le fait que c'est le tissu, le vêtement, la couleur, ce qui nous habille qui aussi va raconter l'histoire. Et que du coup, c'est nous vraiment l'objet du tissu, quoi. Mais je ne sais pas si je réponds à la question, mais après, à l'inverse, c'est aussi du coup le costume est tout simplement au service de ce qu'on veut dire. Mais ça dépend du coup de son propos, de son projet, de son désir. Voilà. Non, mais effectivement, moi, ça donne très envie, quoi. Ah oui. Donc voilà. Super, merci.
Je voulais juste dire ce qu'on peut juste ajouter, c'est que le vêtement, ça sert vraiment à se transcender en fait. Toi, te transcender effectivement pour entrer en scène, toi, c'était te transcender pour pouvoir recevoir le regard des autres. Voilà, c'est à peu près. Et dans mon secteur à moi, je pourrais dire que ça aide les personnes. Il y a une portée thérapeutique dans le vêtement. Ça les aide aussi quand on a eu un cancer du sein et que d'un seul coup, on peut se regarder à nouveau dans la glace et trouver qu'on a une jolie silhouette voilà, qu'on peut un peu renouer avec le corps un petit peu comme il était avant. Voilà, ça aide aussi à se transcender, quoi. Un vêtement, ça peut aider, mais mal utilisé, ça peut aussi desservir, contraindre dans la danse, dans le spectacle. Donc attention, quoi. Merci. Mais ça peut aider, vraiment. Ouais, moi, ma question, c'est sur le... Ça va, comme ça sur le genre. Parce que dans les problématiques du corps, le corps féminin est très contraint très souvent, très empêché dans la mode. Et souvent, les créateurs font une mode avec un corps qui leur ressemble. Il y a des créatrices qui, par exemple, font des vêtements dans lesquels je ne pourrais jamais rentrer parce que j'ai les épaules trop larges. Donc, je ne suis pas la seule, j'imagine. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est si cette problématique était un empêchement ou au contraire une possibilité. Et si dans le travail que tu fais, Muriel, il y avait quelque chose de différent entre ce qui était problématique pour les hommes. Enfin, bien sûr, c'est différent entre les hommes et les femmes, mais est-ce que les problématiques étaient plus importantes pour les femmes dans cette histoire de s'habiller que pour les hommes ? Oui, d'une certaine façon, parce que on peut dire que le diktat de la mode, elle pèse beaucoup plus lourd sur les femmes que sur les hommes. Les hommes peuvent s'habiller de façon plus classique. Voilà, donc oui, effectivement, ça pèse plus lourd. Mais quand tu parles d'épaules trop larges, de toute façon, pour l'industrie de la mode, et c'est là que je vois mon combat comme un combat politique, enfin qui n'est pas que le mien, c'est celui de l'association dont je m'occupe. On est toujours trop ou pas assez quelque chose, de toute façon, puisque vous l'avez vu, les vêtements sont dessinés à plat sur des gabarits. Enfin, bref, quoi, c'est pas fait sur des vrais gens, quoi. Donc, voilà, le combat politique, il est là, c'est remettre les vrais gens avec leur vulnérabilité, avec diverses esthétiques, avec des choses, un corps performant ou pas performant, un corps en bonne santé ou pas en bonne santé, c'est remettre tous ces corps-là et ces personnes-là au cœur du vêtement, quoi. Il est là le combat. Moi, pour prolonger ce que tu dis, je me demandais si, pour vous, notamment pour Nako, Muriel, Alexandre, l'unisexe, l'oversize, c'est la solution, en fait. Parce que, du coup, Nako le disait, toi, Nako, tu travailles beaucoup en oversize. Alexandre aussi, sur l'unisexe, il y a beaucoup de femmes qui portent du homme-corps. D'ailleurs, tu as décliné un peu la collection homme en collection femme, mais c'est assez proche. Donc voilà, est-ce que c'est une solution ou est-ce que dans l'unisexe et l'oversize, on a aussi l'idée d'un peu de négation des corps, en fait ? Alors pour moi, c'est pas une solution, c'est ce que je fais tout le temps. Depuis 30 ans, moi, je me considère pas du tout comme marqué homme ou femme. C'est-à-dire que moi, je me considère depuis très longtemps comme une chose. Je suis le résultat des années 70, 80, voilà, ça fait ça. Mais homme ou femme, ça m'intéresse pas. Vous pouvez dire il ou elle, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Ça vous concerne vous, ça me concerne pas moi. Donc quand j'ai abordé la mode 10 ans après cette réflexion, forcément ma première collection s'appelait Couture Unisexe. C'était en 2001, donc on n'en parlait pas encore tant que ça, en fait. Donc pour moi, c'est quelque chose, quand je crée quelque chose, y compris une robe, ça ne m'intéresse pas de savoir si un homme ou une femme va l'acheter. J'ai énormément de clients japonais, donc là-bas, il se trouve qu'il y a pas mal de garçons qui les achètent, parce qu'il y a moins ce truc de genre et tout. Enfin, ils sont plus open à ça.
Et j'ai peut-être une clientèle qui fait que. Mais pour moi, c'est quelque chose de complètement naturel. Et si on combine l'unisexe et l'oversize, effectivement. Moi, pour parler des tailles, moi, je me suis rendu compte d'une chose quand j'ai eu un corner aux Galeries Lafayette avec les grandes marques de luxe, etc. On vendait du double XS et du XS. Quasiment exclusivement. Même encore maintenant, alors j'ai une clientèle japonaise, donc ça aide. Je vends plus de XS que de médium. Donc, c'est aussi le prêt-à-porter, on va dire créateur avant-garde. C'est aussi alors, ça change en ce moment, hein, mais c'est aussi un créneau, un secteur qui draine une clientèle qui va s'amaigrir pour ressembler à l'image du défilé. Donc moi, je lutte contre ça. Maintenant, je réponds aussi à une industrie et à des clients. Quand je livre des vêtements, je suis un marchand de vêtements. Donc, je le fais par petites touches, quoi. Voilà. Moi, ce que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est que derrière chaque marque, il y a une réalité industrielle, économique, qui fait que selon ce que tu as choisi de faire, tu ne peux pas tout faire. Donc je pense qu'il y a tellement de marques aujourd'hui, et même au-delà des marques, il y a tous les trucs de fripe qui se développent. Je pense que c'est en cherchant, tu vas trouver quelque chose qui va te convenir. Tu vois. Et si tu dois prendre 2 tailles au-dessus dans l'homme ou une taille en dessous dans la femme, c'est pas grave. L'important, c'est que ça marche sur toi et que toi, tu sois contente. Tu vois. Après, que chaque marque puisse faire pour tout le monde des vêtements, c'est difficile. Voilà. Je vais juste rajouter un truc sur la taille, et je suis bien placé pour en parler, parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi ne pas... Parce qu'aujourd'hui, quand je présente mes collections, mis à part les 3 modèles oversize qu'il y a dans la collection, c'est en small, voire extra small. Donc on vient toujours me chercher sur ce terrain-là, et je suis bien placé, donc je sais très bien quoi répondre. Les gens obèses sont des gens discriminés, donc qui travaillent moins, qui sont payés moins, donc n'ont pas les moyens de s'acheter ces vêtements à ce prix-là. C'est pour ça que je ne fais pas de collection pour obèses. Enfin, je veux dire, c'est clair, quoi. Je réponds à une industrie et j'ai un business à faire tourner. J'ai choisi un secteur, je ne peux pas tout faire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a des marques qui le font très bien, chez qui je vais chercher des choses, mais on est dans du vêtement pas cher, de la fabrication de masse, etc. Ça, faut pas l'oublier, quoi. C'est pas juste que quand je dessine, je rêve à une personne mince. Pas du tout, pas du tout. Il suffit de me regarder pour le comprendre. Ce que je peux dire sur le oversize, c'est qu'en tout cas, ça fait bien des heureuses. C'est toutes les personnes dans le prêt-à-porter qui font au-delà du 44 et qui n'arrivent pas à trouver des fringues qui leur vendent. Donc là, elles sont super contentes parce qu'enfin, elles peuvent se saper chez Promode, chez Zara, etc. Dès que c'est la mode du oversize. Après, c'est un peu un habillement par défaut pour des gens qui n'ont pas besoin de taille supérieure. Oui, parce que c'est plus facile à enfiler. Etc. Oui, effectivement, il y a une notion de confort derrière, mais si j'explore un petit peu toutes les problématiques de santé que l'on a pu étudier, le super large, c'est pas une réponse pour tous. D'abord parce que tout le monde a envie de se dessiner une silhouette aussi, parce que c'est une façon aussi de se trouver beau, de s'humaniser, de passer des codes aussi aux autres, d'exprimer ses goûts, voilà. Et puis même sur le plan santé, tout simplement, il y a des pathologies, par exemple, je pense à l'autisme, où pas mal de personnes autistes vont détester le super large et avoir besoin, il y a même dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est la même chose, ils vont avoir besoin au contraire de vêtements presque compressifs, parce qu'ils ont des troubles de la proprioception, voilà, qui fait qu'ils ont besoin de se sentir exister dans leurs vêtements. Donc, de toute façon, il n'y a pas une réponse universelle qui pourrait répondre à tous. Je pense aussi le pas de def pour les personnes qui ont des troubles de l'équilibre, c'est pas génial non plus. Enfin, bref, donc il n'y a pas de solution universelle avec du oversize. Ça permet de recouvrir, mais ça permet pas toujours d'habiller, quoi, en fait. Merci beaucoup, c'était très intéressant.
Moi, j'ai adoré cette table ronde. J'ai adoré me casser la figure aussi. Ah, il y a Ariel qui veut Non, parler. je voulais juste rendre hommage parce qu'on a cité Marie Labarelle ici. Marie Labarelle est architecte de formation, donc elle travaille sur tout notre rapport à la corporalité, à l'espace et autres. Et j'aimerais juste la citer pour dire ce qu'elle dit de manière très très simple. Ce n'est pas au corps de s'adapter aux vêtements, c'est aux vêtements de s'adapter au corps. C'était juste ce que je voulais rajouter. Et je pense beaucoup à Marie Labarelle, qui est un membre ambassadeur du collectif. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si. Vas-y. Alors, bonjour, vous avez parlé de l'aspect thérapeutique de la mode et vous avez également parlé des dangers, mais vous n'avez pas vraiment développé. Du coup, je voulais savoir si vous parlez seulement, par exemple, des gens qui se sentent obligés de maigrir pour ressembler aux stéréotypes des gens qui défilent, ou s'il y avait d'autres dangers. Moi, je racontais que j'ai pu constater dans ma clientèle que les gens se maintenaient une silhouette extrêmement maigre. Je n'ai fait que le constater. On avait un corner aux Galeries Lafayette, on livrait, on vendait. Hein. Je veux dire, j'allais pas voir les clients en leur disant attention, c'est dangereux. C'est pas du tout mon rôle. Mais je l'ai constaté. Et à l'extrême, on vendait que du double XS, ce qui est quand même du 32. Donc, et je les voyais en plus. Mais donc ça, effectivement, ce que je peux faire, c'est de le dénoncer quand je parle ce soir. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Après, moi, je me suis jamais fait maigrir pour rentrer dans un vêtement, ça c'est clair. Je suis même rentré dans des vêtements beaucoup trop petits, donc et c'est très drôle. Donc finalement, on peut faire plein de choses. Et du coup, est-ce que selon vous, il y a d'autres dangers, enfin même les autres personnes autour de la table qui font de la mode? Pour moi, le danger principal de la mode et de vouloir ressembler à une image, c'est de ne pas être soi-même. Et c'est ça avant tout, en fait. Avant tout, tu dois penser toi, te ressentir toi-même, être connecté avec toi avant même de chercher à t'habiller. Voilà. Moi, je peux ajouter juste que la mode contraint le public auquel moi j'ai affaire à faire presque à chaque fois des concessions, soit sur le confort, soit sur le look, soit sur l'autonomie pour s'habiller. Donc effectivement, les dangers peuvent être là, c'est d'un seul coup se sentir exclu, se sentir nul, se sentir diminué, parce que la mode nous met face à ça. Oui, bah, tout à fait. Voilà, c'est juste exacerbé dans ce cas-là. Il faut aller chercher des vêtements qui vont. Merci beaucoup à tous. Donc, on va pouvoir peut-être libérer nos intervenantes du corps. On fait peut-être 4-5 minutes de pause et ensuite on repart.